Ma communication s'intitule « De la littérature numérique aux narrations vidéoludiques ». Ici, je vais m'intéresser beaucoup plus à des pratiques qu'exemplifier des œuvres. Ici, même si les captures d'écran vont être issues effectivement d'œuvres ponctuelles, ce qui va m'intéresser, c'est beaucoup plus des pratiques, des manières de présenter ou d'aborder les corpus de littérature numérique, plus que de penser l'œuvre comme épiphénomène ou comme moment marquant d'une progression. Je vais avancer à travers cette présentation, à travers le prisme des gestes, puisque c'est le sujet de ma thèse, donc c'est sans doute le sujet que je maîtrise le mieux dans tout ça, dans une perspective où je vais essayer de penser la manipulation des œuvres numériques et comment cette manipulation nous place, nous, lecteurs ou lectrices, par rapport à cette œuvre-là, et comment ça va influer sur la manière dont on va nous se positionner par rapport à ce qui nous est raconté. Tout d'abord, je tiens à faire un petit point sur la diversité des supports, puisqu'ici, je vais beaucoup parler d'œuvres qui sont soit en ligne, soit sur des téléphones intelligents, soit sur des consoles de jeux. Non pas pour souligner le fait que toute littérature numérique soit jeu vidéo, mais puisque ce sont des supports usuels, ce sont les lieux où se trouvent les textes. Comme a pu l'expliquer Marielle Massé, je vous ai mis des citations à l'écran, ce qui va m'intéresser, c'est la continuité entre l'acte de lecture et la vie quotidienne. Cette continuité qui se trame entre le moment où on va expérimenter l'œuvre et le moment où on va en sortir. Notamment parce que les œuvres vont s'inclure dans nos dispositifs habituels, que ce soit nos ordinateurs qu'on utilise majoritairement pour des tâches triviales, que ce soit nos téléphones qui nous accompagnent dans à peu près tous les aspects de notre existence, la littérature ou les œuvres viennent s'inclure dedans, par-dessus et autour de nos autres activités. Si on peut être tenté de penser la littérature numérique avant tout comme une forme homothétique, heureusement, la littérature et les livres numériques, ce n'est pas que cela. Je vous ai mis une capture d'un EPUB à l'écran. On peut tout de même espérer que les livres numériques puissent s'ouvrir à des formes enrichies, comme la collection dirigée par Marcello Vitali-Rosati, Michael Hébert, Les Sinatra, aux presses de l'Université de Montréal, ou par rapport au blog, où le texte pourrait être sur d'autres dispositifs sans perdre de sa valeur, sans perdre de l'information, simplement en se reconfigurant. Cependant, ce qui va m'intéresser moi aujourd'hui, et c'est pour ça que je passe particulièrement vite sur cette partie, c'est comment ces textes vont entrer dans nos flux. Non pas comment ils vont entrer en marge, comment on va pouvoir reproduire le livre, mais comment on va pouvoir le déplacer. Comment il va venir vivre dans nos objets, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais aussi vivre dans nos interfaces. Comment il va venir s'inclure dans nos tâches quotidiennes, que ce soit dans nos réseaux, dans nos différentes pratiques, dans ce qui va faire aujourd'hui notre existence basique, notre existence quotidienne. Je reviens pour ça à ce qu'a pu expliquer notamment Enrico Agostini Marchese dans sa thèse. Il parlait de l'hyperconnexion, de cette possibilité de superposer une existence numérique et une existence réelle qui en fait s'imbriquent, fonctionnent non plus comme des moments de connexion, mais comme des allers-retours conscients permanents entre différentes réalités qui viennent jouer ensemble pour créer une existence unifiée. Ça peut être valable, par exemple, sur les réseaux sociaux. Je prends ici l'exemple d'Instagram. Quand on défile sur Instagram, on a les publications de nos amis, de nos proches, de toutes les personnes qu'on suit, mais on peut aussi avoir des publications littéraires qui viennent s'enchasser dans notre flux. Que ce soit, comme ici, pour aller visionner un profil particulier qui se consacre à une forme littéraire poétique, ou que ce soit directement à l'intérieur de notre flux, de notifications qu'on reçoit, ou simplement de découvertes et du scroll infini qu'on peut expérimenter sur cette plateforme. Mais la littérature peut aussi entrer dans d'autres espaces de notre vie numérique, notamment dans nos espaces de travail. Ici, vous avez une capture d'écran d'une pièce pour Olivier, qui est une pièce de théâtre sur Git, qui est donc un outil de développement de sites web, d'applications, de logiciels, qui peut être utilisé grâce à son versionnement et aux réponses logicielles qui est apportée pour créer un dialogue. Ce dialogue qui normalement est tenu avec la machine, qui nous sert de manière usuelle à enregistrer, à garder une trace, à dire à la machine « j'ai fait ceci, sauvegarde » ou « j'ai déposé ceci, sauvegarde », ici va être utilisé, va être remobilisé par la fiction, où la machine va jouer un des personnages, tandis que l'utilisateur, ici Louis Olivier, va être le protagoniste et donner son texte. Cette performance, dont je n'ai malheureusement pas retrouvé de captation filmée, joue ce dialogue exactement comme sur une scène. On vient cette fois dans un espace de diffusion en direct, à ce moment-là sur Twitch, diffuser une performance littéraire, une performance scénique, faite avec la machine à un instant T, une performance théâtrale.
Évidemment, ce ne sont pas les seuls espaces qui vont pouvoir être mobilisés. C'est des espaces, ici Wattpad, sont ouverts particulièrement pour la littérature numérique, des interfaces pensées pour ces publications, qui viennent jouer sur des codes usuels, ici de la fanfiction et de l'autopublication, mais pourraient jouer sur beaucoup d'autres codes. Ils reposent souvent sur une forme de mimétique. Une mimétique, pour Wattpad, des textes imprimés visuels, de la longueur des fragments, de la séparation en chapitres, de la suite en série ou en saison, mais aussi sur un contenu du déjà connu, ce qu'Anthony Mazur décrit comme la bibliothèque de gestes prédéterminés qu'on apprend en partie à cause des fabricants et des entreprises qui mettent à disposition les outils numériques dont on dispose. Lui, dans son ouvrage de 2017, prend l'exemple des téléphones intelligents et de la limitation des gestes qu'on a appris soit avec Google, soit avec Apple. Quand on a un iPhone, on a appris un certain nombre de gestes. On sait le déverrouiller. On va savoir naviguer entre les applications, ouvrir ou fermer différentes choses. On l'a appris. La plupart d'entre nous disposons d'un smartphone et on a appris ces gestes. Et cet apprentissage va faire qu'on va avoir une sorte de bibliothèque de gestes, une nouvelle grammaire qui est disponible, qu'on a appris et qu'on va pouvoir remobiliser dans la fiction. Et cet ensemble de gestes maîtrisés va venir enrichir ce qui va être proposé par l'œuvre, puisque ces gestes sont connotés, ils ont déjà un sens avant même d'être mobilisés dans la fiction. Exactement en réponse à ce que Yves Citon, dans Gestes d'humanité, pouvait développer quand il parle des gestes dans un sens beaucoup plus large et du contrôle qui nous échappe au moment où on pose un geste. Beaucoup de gestes sont devenus habituels. On peut penser par exemple à la démarche de personnes qu'on connaît bien. On sait reconnaître certains gestes de certaines personnes. Nos gestes de lecture sont très comparables à ces enjeux-là, notamment dans les espaces numériques. On ne va pas tous défiler ou cliquer de la même façon ou au même rythme. Il n'y a qu'à voir tout à l'heure, quand on installait les slides, mon incapacité à gérer un PC a révélé que mes gestes de lecture ne sont pas adaptés à cet environnement, pas plus que je suis capable de gérer la souris d'Amélie. Ces gestes qui nous sont propres viennent être mobilisés dans des interfaces de fiction. Ici, dans cette réécriture d'Orwell, on va venir jouer sur nos habitudes des réseaux sociaux et comme on a l'habitude de poster des statuts, de naviguer entre les photos et les espaces de messagerie, entre les différents posts, les messages audio, c'est une interface du déjà connu qui vient mobiliser des gestes qu'on a déjà appris, qu'on sait poser parce qu'on reconnaît l'interface. C'est cette reconnaissance qui fait que la fiction fonctionne. À partir du moment où il aurait fallu expliquer cette interface, où une sorte de tutoriel aurait été nécessaire, on aurait perdu l'immédiateté du propos qui est posé. La même chose peut être valable ici avec la tablette de Champlain, puisque la mimétique des formes des différents médias qui sont mobilisés, que ce qu'il ressemble à un tweet, qu'il ressemble à un texto ou à une image, à une carte, etc., c'est ce qui crée le sens et évite d'avoir à expliquer systématiquement qu'est-ce que c'est que ce fragment, qu'est-ce qu'on raconte. On le sait, on connaît ces interfaces, on a appris ces gestes de manipulation. Évidemment, tout ça nous permet de nous situer dans l'espace. Pas uniquement dans l'espace de la fiction, j'y arrive, mais dans notre espace réel aussi. Je reviens encore une fois à l'hyperconnexion d'Enrico, mais on pourrait l'ouvrir, par exemple, Espace-temps du jeu vidéo de Termination et Echo à vous, où il nous parle de l'espace comme une forme hybride et complexe qu'on va pouvoir articuler entre le temps qu'on passe à le parcourir, l'efficacité de ce parcours, comment on va, en tant que personne expérimentant l'œuvre, vivre cet espace dans le cadre soit de la fiction, soit de l'œuvre qui nous est proposée. À mes yeux, un bon exemple de ça, c'est It Must Have Been Done by Then, où, avec le livre et l'application, on va venir naviguer dans les villes qui représentent chacun des chapitres. Pour expérimenter cette œuvre, il faut être dans la ville correspondant au chapitre, puisqu'il va falloir aller marcher dans les rues, traverser la ville avec le livre qui nous parle avec la voix du narrateur au casque, et sur le téléphone, sur notre téléphone intelligent, on va avoir une application avec une carte qui va nous guider, qui va nous aider à nous repérer dans cette œuvre et dans ce récit. On va comme ça suivre des récits du futur de ces villes. Qu'est-ce qui se passe dans 100, 200, 300 ans dans ces espaces-là et on va naviguer dans la vie. Il y a des limites à cette œuvre, j'ai pu en parler ailleurs, mais l'intérêt ici pour moi est de superposer exactement comme ce qu'Enrico pouvait décrire, l'espace réel et l'espace de la fiction. Dans mon corps de lectrice, je marche avec la fiction dans mes oreilles. J'expérimente l'espace concrètement en marchant dedans.
Pourtant, c'est aussi l'espace de l'univers second qui m'est raconté. C'est en même temps ces deux espaces. Et c'est ici que vient se poser, à mon avis, une nouvelle strate de cette idée de l'hyperconnexion. Puisque cette fois, on n'est plus, nous, en train de passer de l'un à l'autre, mais ces espaces, eux-mêmes se tissent entre eux, et c'est nous qui sommes au milieu, presque statiques, entre ces réalités. Ce sont des réflexions qu'on peut ouvrir assez facilement avec des œuvres numériques qui reposent sur des systèmes de cartographie. Ici, Mémo Mon Quartier, qui a été propulsé par l'agence Topo, où chaque petit pin ici représente un fragment poétique qui va être géolocalisé. On va pouvoir naviguer dans ces fragments en superposition avec la ville. Ce qui m'amène évidemment à la dérive, mais pas à une dérive au sens de l'œuvre #dérive uniquement, où on vient raconter des fragments poétiques des expériences de la ville, mais un #dérive qui se placerait dans Pikmin Bloom, qui est un jeu géolocalisé d'exploration où on emmène notre armée de petits Pikmin planter des fleurs avec nous, autour de nous pendant qu'on marche. Ça fonctionne un peu comme Pokémon Go, avec des Pikmin et des fleurs. Sauf que la captation de cette déambulation, qui devient une dérive, qui devient donc une part d'une autre œuvre, cette fois littéraire, vient continuer cette roue dont je parlais avec l'hyperconnexion de l'espace. Ici, j'existe en tant que corps qui marche. J'ai mon téléphone avec moi. Téléphone dans lequel j'existe en tant qu'avatar de Pikmin Bloom qui se déplace dans l'espace fictif de ce jeu, de cette application. En même temps que j'existe dans la captation, une sorte de troisième niveau, dans la captation de l'œuvre dérive que je raconte par-dessus, comme une troisième strate de fiction, en quelque sorte, que je viens poser par-dessus une expérience déjà doublement vécue. Et donc, bien sûr, si je parle de l'espace, je vais parler du temps, non pas uniquement au sens de Kohaku, quand il parle de l'espace devenu temps dans le jeu vidéo, où on a besoin, en fait, non pas de comprendre une distance, mais de comprendre le temps qu'il va nous falloir pour aller d'un point A à un point B, ce qui force une autre modélisation, une autre perception de l'espace, mais du temps de la lecture. Et beaucoup de théoriciens et théoriciennes de la lecture parlent du temps de la lecture. Que ce soit Marielle Massé ou aussi Michel Petit, on a cette idée d'un temps enclos, d'un temps à nous qu'on vient soustraire à d'autres activités. On arrête de faire ce qu'on est en train de faire. Je ne suis pas si convaincue que ce soit encore une analogie qui fonctionne en littérature numérique. J'ai pris l'exemple de Seven Days, j'aurais pu prendre d'autres notifictions. C'est une forme littéraire qui me tient particulièrement à cœur puisque les fragments viennent s'insérer dans le temps qui n'est pas un temps destiné à la lecture, mais un temps usuel, le temps général de la personne en train d'expérimenter l'œuvre. Dans cette application, on reçoit les messages et on communique avec différents protagonistes sous une interface mimétique d'une messagerie, comme vous l'avez à l'écran. Et entre-temps, on va avoir des pauses. On va recevoir un fragment d'histoire. Un protagoniste va nous parler, va nous expliquer ceci ou cela. Puis il va partir faire autre chose. Arrêter de nous répondre. Exactement comme nos proches dans la vraie vie, parfois, mettent du temps à répondre à nos messages, ce qui est particulièrement exaspérant, et ici nous empêche de continuer à progresser dans l'œuvre. On ne peut pas avoir la suite de cette fiction, il nous faut attendre. Et ce décalage que permet le numérique, parce qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un de tourner la page en ligne, c'est très difficile, de timer le moment où il va être possible d'accéder au chapitre suivant. Ici, on est obligé d'attendre. Que ce soit un temps court, un temps long, un temps variable qui a différentes valeurs diégétiques, ici, le temps est remobilisé dans l'œuvre et vient appuyer sa signification. D'autres enjeux viennent dans ces œuvres, évidemment, le fait que les notifications viennent s'inclure dans le reste des notifications qu'on reçoit au quotidien. La plupart des notifications, pour moi, mais je pense pour vous aussi, touchent au monde du travail ou à nos proches. On reçoit des mails, on reçoit des messages, on a des notifications de diverses applications. Il est intéressant de voir la place que prennent les applications de fiction dans notre centre de notification. Combien de ces notifications sont effectivement des notifications de fiction? Combien sont « Oh, vous n'avez pas ouvert cette application depuis longtemps ?» Ici, on reçoit des messages qui viennent nous appeler à l'aide, de protagonistes qui viennent nous dire « J'ai besoin de toi, j'ai besoin de te parler, il faut que tu viennes m'aider. » Cette implication renouvelée par rapport à la fiction, puisque quand on lit, disons, un livre papier traditionnel, linéaire, on est quelque part spectateur, on n'est pas remobilisé systématiquement, notre investissement n'a pas de conséquences. Si je m'arrête, je mets mon marque-page, je pose mon livre, tout sera au même endroit quand je vais revenir. Ici, si on attend trop longtemps, certains personnages vont mourir. Et ça peut être un peu frustrant de perdre son personnage préféré parce qu'on était occupé à autre chose.
Cet enjeu temporel vient déplacer notre position de lecteur ou de lectrice. Nous ne sommes plus maîtres du temps, l'œuvre devient maître du temps. Et ça vient poser, à mon avis, une question intéressante pour nos gestes de lecture, question à laquelle je ne vais pas répondre pour l'instant, mais à laquelle je vais proposer une sorte d'ouverture. Parce qu'à un autre moment, on n'est pas maître de notre temps, c'est quand on doit assister à un événement, à quelque chose en direct, à un rassemblement qui va avoir un début, une fin, et si on n'est pas là, eh ben c'est tant pis, on aura raté ce moment-là. Je prends un exemple qui m'est cher, les nouilles rampantes des creepypasta. Ici, les nouilles rampantes de Thomas Sarquette, où justement l'auteur Boulet participe souvent, on en a parlé ce matin, ou sur Twitch, on va se raconter des histoires d'horreur. Un certain nombre de voix connues d'Internet vont se rassembler autour d'une table et vont raconter au cœur de la nuit des histoires qui font peur. Et ça me semble une mobilisation intéressante de ces outils. Au-delà du fait que je m'intéresse très fortement à Twitch et aux possibles de ces moments littéraires qui peuvent être créés par la diffusion en direct, le fait qu'on ouvre à des moments de co-création littéraire sur des temps précis, réduits, qui vont ensuite donner lieu à des publications sur des blogs, sur des comptes Instagram, etc., de ces écritures collectives de genre qui viennent regrouper parfois des milliers de personnes pour écouter ensemble une histoire, me semble former une boucle intéressante par rapport à ce qu'on disait sur les formes de livres et sur leur manipulation. Ici, on manipule la littérature, on arrive à un art littéraire qui s'exprime différemment de ce qu'on pourrait avoir l'habitude. On passe par une forme d'oralité qui vient déplacer notre rapport au texte. Et c'est sur ça que je vais m'arrêter et que je vais laisser la parole à Amélie, puisque une fois qu'on a changé notre rapport au texte, il faut voir ce qu'on en fait. Merci de m'avoir écouté. Je précise juste que je vous ai mis le lien du répertoire des écritures numériques, puisque c'est là qu'on documente, je coordonne ce projet de recherche, on documente énormément d'œuvres et de formes différentes de littérature numérique. N'hésitez pas à aller explorer le reste du corpus.